Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de cette troisième ronde des Olympiades. Encore une magnifique journée pour nos Bleus, aussi bien pour nos Françaises qui ont gagné leur match contre l'Italie 3-1, invaincus, 2 victoires et 2 matchs nuls, que pour nos Français qui ont gagné 4-0, score parfait contre le Chili. Alors sur l'ensemble de la compétition, lors des 6 premiers matchs, nos équipes de France sont restées invaincues et ont marqué 21 victoires, 3 matchs nuls et donc 0 défaite. Donc la compétition commence on ne peut mieux pour nos Bleus. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur la partie de Mathieu Cornet, notre champion de France 2016, qui a longtemps été le sélectionneur de l'équipe de France féminine, que ce soit au championnat d'Europe ou aux Olympiades. Donc c'est un habitué de ces compétitions, mais en tant que capitaine. Il avait joué une fois au championnat d'Europe des Nations, mais c'est la première fois qu'il dispute les Olympiades en tant que joueur, et ça fait plaisir de voir notre champion de France 2016 jouer à ce niveau. Bref, il a les noirs contre un maître international chilien, Hugo Lopez Silva, et il joue la défense française, Cocorico, D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, fou G5, et ici il y a l'embarras du choix. Si on veut forcer la structure française avec E5, on peut jouer fou B4, la McCutcheon, ou alors fou E7, et dans les deux cas, les blancs vont répondre par E5, on aura notre structure française, mais Mathieu a décidé de prendre E4, et après qu'elle prend E4, fou E7, les noirs veulent évidemment prendre en E4, donc les blancs sont avisés de prendre en F6, et on prend avec le fou pour ne pas perdre de temps. En cas de cavalier prend F6, fou prend F6, le fou est encore attaqué. Donc fou prend F6 a été joué, et ici on peut reprendre des 2. Fou prend F6 est possible, mais c'est dangereux. Il y a notamment la très célèbre partie de Judith Polgar contre Ferenc Berkes. Les blancs vont faire grand roc. Comme ça, on met le fou en D3 et on commence à attaquer. Donc la partie, elle est assez célèbre. Il y a eu cavalier G5, H6, fou H7, roi H8, fou E4 et sur H franc G5. Les noirs sont déjà perdants et le coup gagnant c'est G4. Bon, bref. On va pas parler du vide dans cette partie. Tout ça pour dire que fou prend F6 est possible et ça peut paraître naturel de conserver la structure de pion intacte, mais c'est pas sans danger pour les noirs. Et G prend F6, ça mène une structure dissymétrique très intéressante. Parce que donc, il y a déjà le fameux combat fou de cavalier contre 2 fous cavaliers pour les noirs. Ce rapport matériel si cher à Josip Dorfman, qui d'ailleurs a été l'entraîneur de Mathieu Cornet pendant quelques années. Quand Mathieu était déjà grand maître, Mathieu est monté grand maître un peu tout seul, mais il a fait ensuite appel à Josip Dorfman pour progresser davantage. Et donc, Josip explique très bien que dans ce rapport fou de cavalier contre 2 fous cavaliers, les blancs ont 3 pièces mineures qui peuvent jouer sur les cases blanches, le fou et les 2 cavaliers, tandis que les noirs ont 2 pièces qui peuvent jouer sur les cases noires, le fou et le cavalier, ou 2 pièces sur les cases blanches. Et donc les blancs ont intérêt, de manière générale, à jouer sur les cases blanches, et les noirs à jouer sur les cases noires, pour faire parler leur supériorité numérique sur ces couleurs de cases respectives. Et donc, pour les noirs, il y a 2 plans. En fait, on va essayer de jouer sur les cases noires, ou alors, ce qui revient un peu au même, de limiter le jeu sur cases blanches de notre adversaire. C'est assez logique. Donc, comment ça va se passer en pratique? Et bien, on va le voir très bien dans cette partie. Après cavalier F3, Mathieu a joué F5. Donc, il place tous ses pions sur cases blanches. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour les blancs de jouer sur cette couleur de case. On ne sera pas contre l'échange des 2 fous de cases blanches, et dans ce cas-là, on restera avec le fou de case noire, qui contrôlera très bien les cases noires, et on aura tous nos pions sur blanc, qui ne gêneront pas notre fou de case noire, et qui en plus permettront le contrôle des cases blanches. Bref, après cavalier C3, on veut mettre notre fou C8 sur la grande diagonale. Il ne faut pas faire B6 tout de suite, ce serait trop affaiblissant, et notamment après cavalier E5, il y a des thèmes de fou B5, il y a des thèmes de dame H5, et on note qu'on n'a pas cavalier D7 pour challenger le cavalier E5. Il y aurait cavalier C6, échec et mat à la dame à l'étouffer. Bon, bref, petite variante un peu ridicule, mais ça montre que qu'il faut faire attention. Alors B6, si on joue fou B7 là, évidemment c'est meilleur, mais les noirs sont déjà foutus, on se prend dame H5,
et les blancs vont poursuivre par grand roc et c'est catastrophique. Donc à la place, on joue A6, ça prend la case B5, ça prépare B5 aussi, et donc le coup B5 a deux idées. C'est si les blancs font grand roc, on pourra utiliser le pion pour attaquer avec B4, etc. Et aussi les pions A6 et B5 donc contribuent à ce jeu sur case blanche, enfin à limiter le jeu blanc sur case blanche, et comme ça on aura notre fou qui pourra rayonner sur les cases noires. À noter aussi que les blancs doivent jouer un coup évidemment, mais il n'y a pas de coup qui permet, il n'y a pas de coup intelligent on va dire, qui permet de répondre cavalier E5 à B5, pour faire un peu comme ce qu'on a vu. Par exemple, si on joue dame D2, après on peut jouer B5, parce que cavalier E5, il n'y a pas d'idée dame H5, donc ça fait strictement rien. On joue fou B7, il n'y a pas de dame H5. Si on joue un coup comme dame E2, on peut faire B5, parce qu'il n'y a pas cavalier E5, il y aurait le pion D4 en l'air, dame prend D4. Et sur G3 qui était joué dans la partie, on peut faire B5, parce que sur cavalier E5, bon, c'est toujours pas cavalier D7, mais c'est donc cavalier D7, cavalier C6 évidemment, mais on peut faire fou B7 et ça attaque la tour. Donc sur dame H5, on peut juste jouer tour F8, peut-être même petit roc. D'ailleurs sur petit roc, on voit que le fou contrôle bien les cases noires. Et on attaque, peu importe après, je vais jouer tour F8 qui me paraît plus naturel quand même, mais on attaque la tour H1 et le pion D4. Bref, il y a eu fou G2, fou B7, et donc les deux fous sont vis-à-vis sur la grande diagonale. À noter, j'ai pas insisté sur l'explication du coup G3, mais donc c'est très naturel de vouloir mettre le fou en vis-à-vis de ce fou B7 qui est monstrueux. Et aussi, c'est normal de vouloir mettre le pion en G3 quand les noirs ont ouvert la colonne G. Et donc, dans cette position, après fou B7, le coup le plus joué, c'est petit roc. Et on va en parler un peu parce qu'il y a des histoires dans la partie du dame 2 qui a été jouée, mais à plusieurs moments, on aurait pu retomber dans la théorie après petit roc, et c'est très intéressant de voir les différences des deux ordres de coups. Donc après petit roc, c'est très probable que Mathieu aurait joué C5 comme dans la partie. Ici, prise en C5, ça donne pas grand chose, on peut jouer tout à fait la finale, prise, fou prend C5, donc les blancs peuvent casser la paire de fous, enfin échanger un des deux fous avec cavalier E5. Ici on peut prendre en G2, on peut aussi jouer tour A7 pour inciter les blancs à prendre en B7, et dans les deux cas on voit que les noirs sont très contents d'avoir tous les pions sur case blanche, et encore le fou de case noire. Donc ça c'est juste une finale à peu près égale. Ou le fait d'avoir le fou, qui est mieux que le cavalier dans ces positions, ça compense un peu la structure de pion en 3 îlots contre 2 îlots pour les blancs. Ok. On est ici sur C5, le grand coup c'est D5, et ici B4, ça va ressembler beaucoup à la partie. Prise en E6, prise en C3, sacrifice de pièces des blancs, mais ils prennent en F7. Et donc là, on va analyser deux coups, le naturel roi F8 qui est le meilleur, et l'inhumain roi prend F7 qui dans cette position perd. C'est pas très surprenant, on se prend cavalier E5 échec, roi F6. Mais le gain est pas si simple, on peut se dire juste fou prend B7, mais ça n'irait pas du tout, parce qu'après prise en D1, tour A7, on a deux pièces attaquées avec les blancs, on en perd une, et la finale est perdante. Donc en fait, après roi F6, dans cette position-là, les blancs sont bien totalement gagnants, mais ils doivent pas prendre le fou B7, ils doivent jouer dame H5, continuer à sacrifier du matériel, mais l'attaque est décisive. Par exemple sur fou prend G2, on appâte encore plus le roi au centre, dame F7, roi prend E5, tour E1, fou E4, on a 3 pièces de moins, mais après tour D1, les blancs menacent F4, échec et mat, et sont totalement gagnants, il n'y a pas de bon coup pour le parer. Donc après prise en F7, le seul coup, c'est le coup qu'on jouerait en blitz à roi F8 pour ne pas se prendre une pluie d'échecs contre notre roi. Et donc ici, par exemple, après dame E2, prise en B2, tour D1, dame B6, on va avoir cette position précise dans la partie par un ordre de coupe bien différent, après bien des péripéties. Et donc, à la place de Roquet, Hugo Lopez Silva a joué dame E2. Il y a eu C5 quand même. À noter, sur prise en C5, on reprend surtout pas. Là, il y a un top tactique. Si
si vous voulez trouver la petite combinaison pour les blancs, il y a dame E5, attaque la tour, attaque le fou C5, on peut abandonner. Mais donc sur prise en C5, on joue juste un coup comme dame C7, on va reprendre dans tous les cas le pion C5, et la position est tout à fait décente pour les noirs. Si après C5, il y a roc, là on peut imaginer B4 par exemple, et donc on utilise les pions pour attaquer. Alors, il va y avoir dame A5, etc. C'est une partie très riche, très complexe. Bref, ça a déjà été joué d'ailleurs par correspondance. Et donc après C5, le coup critique, c'est aussi de jouer D5. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu, sauf que les blancs ont joué dame 2 à la place de petit roc. Il y a eu B4 quand même, alors c'est forcé de jouer B4 parce qu'on ne peut jamais casser notre structure avec E prend D5. Voilà, on peut imaginer grand roc, on peut imaginer petit roc, on peut imaginer même juste un coup comme cavalier H4. Ça va pas du tout, ces pions sont trop faibles et le roi surtout sera éternellement en danger. On a besoin de pion E6 pour le protéger. Donc on peut pas imaginer de prendre, mais faut prendre D5, c'est pas possible non plus parce qu'il y a juste qu'aller prendre D5. Sur pion prend, c'est les mêmes problèmes. Et sur dame prend, il y a juste cavalier H4 qui gagne grâce à l'enfilade. Donc, sur D5, on peut pas non plus laisser prendre le 6 évidemment. Donc il faut réagir avec B4, il n'y a pas le choix. Et là, il n'y a pas le choix non plus pour les blancs. Ils vont pas bouger le cavalier parce que cette fois-ci, on pourra faire fou prendre D5 et tout ira bien. Et donc, ils sont obligés de sacrifier la pièce. Prise en E6, prise en C3, prise en F7. Donc ça ressemble beaucoup à la position qu'on vient de voir, avec petit roc à la place de dame 2, mais en fait, la différence est réelle. Et dans cette position précise, si on a l'ordinateur allumé, on peut jouer roi prend F7. Alors il faut vraiment connaître, ou alors avoir l'ordinateur. Humainement, c'est injouable. J'ai envie de dire, a fortiori, dans un match par équipe aux Olympiades. Là, il y a le capitaine Sébastien Mazet qui regarde les parties sans ordinateur. Donc, si vous voyez jouer roi prend F7, déjà, il y a une chance sur 2 qu'il fasse une crise cardiaque. Parce que ça a l'air suicidaire. Ça ressemble vraiment à ce qu'on vient de voir avec cavalier E5. Donc là, si on a l'ordinateur allumé, on peut être serein. Parce qu'on est bien gagnant avec les noirs. On joue juste roi F6 tranquillement. Sur fou prend B7, on a un pion de moins, on a le roi en F6, mais vous inquiétez pas, on joue dame D2, l'évident dame D2, prise, roi prend, 2 pions de moins, mais après tour A7, on attaque 2 pièces et la finale est gagnante. Là, le moindre mal pour les blancs, c'est de récupérer un 3e pion, mais dans cette position précise, la pièce de plus, notre fou de plus va parler, et on note qu'on a le roi bien placé maintenant en F6. Bref, ça c'était une première variante, mais vous vous rappelez peut-être, après roi F6, tout à l'heure quand on avait la dame en D1 et le petit roc de jouer, fou prend B7 ne marchait pas non plus parce qu'il y avait dame prend dame et tour A7. Et le coup qui marchait c'était dame H5, avec l'attaque de mat. Mais là, on profite du roi en E1 pour jouer l'évident dame D2 échec à nouveau, et sur roi F1, on prend en G2, roi prend G2, et ici, évidemment, si on était obligé de faire roi prend E5, ou de se prendre dame F7, ou tout simplement de jouer avec que une pièce de plus, on serait perdant avec les noirs, mais on a la petite tactique qui fait plaisir, dame D5, échec, attaque le cavalier, et en cas de cavalier F3, il n'y a plus du tout d'attaque, et donc on peut mettre le roi à l'abri, et on est gagnant, cette fois-ci avec notre pièce de plus, et notre roi qui sera relativement bien protégé. On pourra toujours revenir en F7 avec la dame s'il y a besoin. Ok, sans trop de surprise, Mathieu n'a pas vu tout ça, ou alors peut-être qu'il a vu des bribes de ces variantes, mais il n'y a pas cru, et donc il a joué roi F8. C'est pas le plus précis, parce qu'il y a eu tour D1, dame B6, et donc dans cette position, les blancs ont joué petit roc, qui, rappelez-vous, je vous avais dit que cette position, on allait la voir dans la partie, voilà, c'est celle que je vous avais mentionnée. Là, c'est exactement ce qu'on a pu avoir avec petit roc à la place de dame 2 par transposition. Donc, à la place de roc, qui n'est pas le plus précis, même si ça retranspose dans la théorie déjà connue, les blancs auraient pu jouer B prend C3,
tranquille. En fait, c'est un peu bizarre de vouloir récupérer ce pion, mais ce pion, mais il va se retrouver en B2. Hein, le pion C3 des noirs va se retrouver en B2 dans la partie. Et bah, de B2, il va se transformer en dame. Petit spoiler. Et donc pour éviter tout ça, bah, les blancs devaient perdre un tempo à prendre. Alors certes, ils ont toujours une pièce de moins, mais bah, là, il y a 3 pions pour l'instant. Même si le pion F7 est sûrement plus faible que fort, il est encore sur l'échiquier. Et donc ici, l'ordi donne fou E4 comme meilleur coup, après rock, un développement un peu artificiel avec tour A7, mais il donne gros avantage blanc, notamment après le coup cavalier D2, qui permet de faire sauter le verrou en E4, et aussi on va poursuivre par cavalier C4, l'attaque blanche est trop forte malgré la pièce de moins. Alors c'est pas du tout évident de juger cette position, mais l'ordi dit que c'est gagnant pour les blancs, enfin gros avantage blanc, peut-être pas gagnant mais gros avantage blanc, et on veut bien le croire. À la place de ça, il y a eu petit roc de jouer, et donc c'est prend B2. Quitte à se faire attaquer, et ben autant se faire attaquer le ventre plat. Et donc c'est prend B2, et surtout en fait ce pion va pouvoir s'en servir comme d'une déviation à chaque fois la menace B1 dame, qui est quand même assez grave, va permettre de déconcentrer les blancs de leur attaque sur notre roi. Bref, il y a eu cavalier G5 de jouer dans cette position. Sur tour 1, menace mat, on peut défendre par dame F6. Donc cavalier G5, c'est un bon coup. Et après fou prend G2, c'est là que les blancs se sont trompés. Ils auraient dû tenter tour D8, échec. Alors c'est très joli. La première variante à voir, c'est fou prend D8, dame E8 échec, roi G7. Et ici, comment on gagne si vous voulez faire pause. Enfin, d'ailleurs, comment on ne perd pas, parce que tous les autres coups perdent, je crois. Donc comment on gagne avec les blancs? Eh bien on joue dame prend H8, échec, et ce roi prend H8, F8 dame, échec et mat. Donc oui, le pion F7, j'avais dit qu'il était plus faible que fort dans cette variante. Fair enough, il était plus fort. Et donc sur tour D8 échec, on doit jouer dame prend D8, on se prend la fourchette royale. Alors c'est pas grave, parce qu'on a tellement de pièces en plus que même dans cette position, après roi prend G2, on a toujours l'avantage matériel. Et bah, disons que c'est juste une position très compliquée. Alors l'ordi, ça dépend de sa profondeur. Il est aussi entre égal et avantage noir. Bon, peu importe, on va pas aller plus loin dans le calcul. Les noirs ont tour de pièces contre la dame. D'habitude, c'est un énorme avantage matériel, mais ils ont le roi bien moins protégé, des pions un peu éparpillés aussi, et les pièces pas encore bien développées. Elles sont sorties, mais bon, on va dire peut-être pas bien coordonnées. Mais bon, il y a toujours le pion B2, donc bref, les noirs sont bien dans cette position. Est-ce que ça va gagner? C'est une autre question. À la place de ça, les blancs ont joué un coup très tentant. Ils ont fait cavalier E6 échec. Ça ressemble un peu aux variantes qu'on a vues avec le roi qui est obligé de monter courageusement, de voler. Hein, c'est le roi volant à la Jules Moussard, le coéquipier de Mathieu dans cette équipe de France, qui a donc gagné sa partie vu que les quatre joueurs ont gagné. Roi prend E6 maintenant. Tour E1, alors tout à l'heure on avait vu une variante comme ça, après fou E4, hein, mais le roi était en E5, c'est quand même une petite différence. Là en E6, le roi est mieux protégé. À noter que fou E4 est évidemment forcé, hein, sinon il y avait la petite enfilade. À noter aussi que sur dame H6, pour l'instant on avait encore fou F6, hein, donc l'enfilade ne marchait pas. Donc tour E1, fou E4 évidemment. Et ici, un coup qui fait peur, G4 des blancs, et je pense que en jouant cavalier E6 à la place du coup tour D8, qui était donc le mieux, Hugo Lopez avait prévu cette position, et il avait juste raté le prochain coup de Mathieu Cornet. Donc là, si vous voulez faire pause pour le trouver, allez-y, mais je vous préviens, c'est un coup très difficile de défense, c'est donc la menace des blancs, bah c'est juste dame prend F5, échec et mat, grâce au clouage. Donc ça serait un très joli mat. Hein. On fait jouer ce mat-là sur l'échiquier, il est quand même assez sympa. Et donc on peut se dire, surtout de loin,
que le seul coup pour le parer, c'est de jouer tour F8. Mais là, ça va. Les blancs vont forcer le match nul par G prend F5. Sur roi F6, un petit échec en H4. Sur roi G7, on se prend dame prend 7 échec. Alors c'est encore que répétition. Si les noirs restent avec 2 pièces de plus et le pion B2, hein, mais donc les blancs peuvent répéter les coups. Et sur roi F7, c'est dame prend H7 échec. Et sur roi 8, dame H5, tour F7, dame H8 échec. Et on est obligé de répéter parce que sur roi F8, il y a tour prend 4. Donc, après G4, on est menacé de mat. Si on joue tour F8 pour parer la menace, il y a échec perpétuel. Bon, est-ce qu'on fait nul? Après tout, on a les noirs. C'est un match par équipe. C'est toujours bien de prendre la nulle avec les noirs et de laisser nos coéquipiers avec 2 blancs et puis un noir où ils sont plus forts sur les 3 échiquiers. Et pas du tout. Mathieu, je pense que lui, il avait prévu de loin. D'ailleurs, petite parenthèse, mais je connais Mathieu depuis très longtemps. Ça fait au moins une quinzaine d'années qu'on se fréquente. Et on jouait pas mal, enfin on passait beaucoup de temps quand j'habitais à Toulouse et donc lui à Bordeaux. Et je savais qu'à cette époque, il adorait les positions comme ça, chaotiques, avec roi au centre. Il avait une puissance de calcul hors du commun. Il adorait aussi les problèmes et les études de ce genre. Donc je suis pas surprise qu'il soit encore maintenant aussi fort, même si évidemment il s'est mis un peu en parenthèse de la compétition depuis que professionnellement il est surtout devenu secondant et entraîneur et aussi commentateur. Et j'allais dire, dans le civil, il est devenu papa, donc j'imagine que tout ça lui prend beaucoup de temps. Il joue moins qu'avant, mais là, pour ces Olympiades, il m'avait dit qu'il allait bien se préparer et se remettre en forme. Et donc, je suis pas surpris s'il calcule monstrueusement bien dans ses positions chaotiques, comme à l'ancienne. Et donc, il a trouvé le magnifique fou G5, dévie la dame, et sur dame prend G5, on peut jouer roi F7. Et on reste avec 2 pièces de plus. Donc, fou G5, je pense que c'était le coup que les blancs avaient loupé de loin quand ils sont lancés là-dedans, dans cette combinaison avec cavalier aussi, c'est échec. Et ça calme. Il n'y a juste pas de bon coup. Alors dans la partie, ils ont tenté H4, parce que dame prend G5, roi F7, le roi se met à l'abri, il y a toujours 2 pièces de plus pour les noirs, toujours le pion B2. Alors, pas encore jeu précis, hein, je ne dis pas qu'on arrête de réfléchir à partir de là ou qu'on attend l'abandon, mais c'est bien totalement gagnant. Après H4, la seule question c'est est-ce qu'on va réussir à mettre notre roi à l'abri? Si oui, et même si pour ça on doit payer 2 pièces, l'adversaire va abandonner. Donc on a 3 pièces de plus et le pion en B2. Si on perd 2 pièces mais qu'on arrive à mettre notre roi à l'abri, on aura toujours une pièce de plus et ce pion en B2 et ça forcera l'abandon des blancs. Donc c'est pour ça que Mathieu a joué roi E7. Sur dame prend G5 échec, on peut juste jouer dame F6, voire même peut-être encore plus fort, roi F7 et sur échec, dame G6. On force l'échange de dames et ça abandonne tout de suite. Donc les blancs ont fait G prend F5 pour gagner le fou E4. Ici on pouvait jouer cavalier D7, ça va ressembler à la partie après tour prend E4, roi D8, dame prend G5 échec, roi C8. Mais Mathieu a joué créatif, fou E3. Tour prend E3, cavalier D7 maintenant, tour prend E4 et donc il a joué roi D8 et ça ressemble à la variante que je viens de montrer. L'ordinateur donne roi F8 meilleur coup, mais alors c'est vraiment pas humain, parce que les blancs peuvent jouer tour prend D7, on fait dame sur échec, donc on peut s'arrêter là, mais après roi H2, le roi est relativement en sécurité, et il y a des grosses menaces. Et par exemple dame F6, c'est très surprenant, mais ça perd. Là, malgré la dame de plus, les noirs sont perdants, et le gain est joli, bon, c'est tour F7 échec, dame prend F7, dame H6, on a une dame, une tour de plus, mais on va se faire mater, enfin on va tout perdre. Sur roi G8, tour G4 échec, on est obligé de rendre la dame, mais on se fait trop agresser, c'est perdant. Et sur dame H6, on peut faire dame G7, on se prend dame D6 échec, roi G8, dame D5 échec, dame F7, dame prend A8 échec, bon je montre juste une variante, tour G4 échec, roi H6, dame C6 échec, roi H5, échec, échec et mat. Ouais, et donc tout ça pour dire qu'après dame F6, les noirs sont perdants. Donc
quand on commence à calculer ça, alors on va pas calculer jusqu'au bout, hein, on peut s'arrêter très vite et se dire, bon, je vais pas jouer roi F8 et laisser ça. En fait, là, il y a un gain, parce qu'après dame B8 échec, le roi blanc est pas en sécurité non plus, en fait. Tout simplement, sur roi H1, il y a dame H1 échec. Sur roi G2, il y a tour G8 échec. Et sur F4, seul coup, là encore, pour ne pas perdre, hein, dame B8 c'est le seul coup pour ne pas perdre. Là, c'est dame prend C2 échec. Et sur roi H3, on a dame C3 échec. Et le roi est obligé de choisir une mauvaise case. S'il va sur la colonne G, on aura tour G8 échec. S'il va sur la colonne H, on aura dame B2 échec. Et donc c'est gagné. Mais, humainement, là aussi, hein, c'est très facile de voir que roi F8, ah ouais, l'ordi, il met plus 8, alors que là, il met que plus 3, ou, etc. Bon, roi D8 est le seul coup humain, en fait. Mais il y a quand même dame F7, menace mat. Donc il fallait encore avoir prévu quelques coups de défense. Hein. Sur dame G5 échec, on peut juste jouer roi C8. Alors, et ouais, bah voilà, on a le pion B2 qui est prêt à damer s'il y a besoin au prochain coup. Et on a toujours une pièce de plus. Et donc c'est exactement le genre de situation où les blancs peuvent abandonner sans trop de regrets. On pouvait tenter dans cette position tour prendre D7 échec. Mais après roi prend D7, dame F7 échec, roi C8, il n'y a plus de bon échec et c'est abandonnable. Mais bon, c'est toujours le genre de truc qu'il faut quand même vérifier avec les noirs avant de jouer roi D8, hein. Même d'ailleurs encore avant, si possible. Et donc sur roi D8, il y a eu dame F7 menace mat, mais juste le serein tour A7. Et ici c'est terminé. Alors l'ordinateur donne dame G7 comme meilleur coup, mais après dame prise, roi C7, prise. Là encore, on a une pièce de plus. Maintenant, on a le roi en sécurité et c'est les blancs qui vont se faire attaquer. Après dame prend C2, le roi blanc est en fait bien plus en danger que le roi noir. Dans la partie, il y a eu tour E6 de jouer par les blancs. Et donc un seul coup là aussi pour gagner, mais c'est pas très difficile. Maintenant, on peut faire dame et les blancs ont abandonné dans cette position désespérée. Donc voilà, une magnifique partie de Mathieu Cornet à l'image de ce magnifique match des Bleus, des Français. Mais aussi, je rappelle que donc, les Françaises ont gagné elles aussi leur troisième match consécutif. Donc nos deux équipes de France rayonnent en ce début d'Olympiade de Chennai. Bravo à eux, bravo à elles. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like. Je vous rappelle aussi que je fais des vidéos chaque jour de ces Olympiades, donc si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, eh ben vous pouvez en laissant un petit tip. Il y a le lien Tipeee dans la description et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Ciao!